Aujourd'hui dans Silicon Carnet, on parle de la Silicon Valley qui est persuadée que les CEO seront remplacés par des intelligences artificielles. Sam Altman, CD Projekt et Elon Musk lancent MacroHard, une société sans aucun employé, capable de rivaliser avec Microsoft. Et si Karl Marx s'était trompé sur qui allait vraiment être remplacé par les machines, on parle du futur du travail avec Éric Gervais, ancien partenaire chez Atty Kearney aux US, maintenant artiste peintre. On évoque également Seedance 2.0, cette IA chinoise qui fait trembler Hollywood. On a tous vu ces vidéos avec Brad Pitt ou Tom Cruise, sauf que les intéressés n'avaient pas donné leur accord. Disney panique, envoie ses avocats et Matthew McConaughey, lui, il y voit une opportunité en or. On demandera à Greg Gambato si c'est la fin du cinéma ou le début de quelque chose de beaucoup plus grand. Mais avant cela, on a peut-être mis le doigt sur une des plus grosses failles de sécurité sur ChatGPT. C'est Johan Sido, auditeur fidèle de Silicon Carnet, qui nous a alertés. Du coup, on lui a dit de venir nous en parler dans le show. Il va vous expliquer ce qui se passe vraiment quand vous prenez un selfie pour vérifier votre identité. Et on demandera à Jérémy Michel si tout ça ne cache pas une machine de surveillance de masse. Bienvenue dans Silicon Carnet, le plus grand talk show tech de France en direct de San Francisco. L'émission commence maintenant. Bonjour les amis, bonjour, comment allez-vous? Une grosse émission, ça va débattre. Et on accueille aujourd'hui Johan Sido, le pauvre, il est terrorisé, il sait pas ce qu'il vient foutre là. Je vous le dis clairement, je sais pas ce que je fous ici. Juste après un message LinkedIn, vraiment. Voilà, explique-nous Johan. En fait, ce que tu as fait, c'est que tu as eu la très mauvaise idée de nous envoyer un message sur LinkedIn. Tu es un jeune qui autodidacte, qui s'intéresse aux questions de sécurité, c'est ça? Tu viens même de monter ta propre boîte. Vas-y, parle-en, c'est le moment là. T'as 30 000 personnes qui t'écoutent. Carrément, c'est surtout pas du tout impressionnant. Non, en fait, j'ai ouvert une auto-entreprise, elle s'appelle Sontex. On fait du pentest basique pour le web et tout. J'ai juste rajouté un petit truc, c'est qu'en fait, on va tester les implémentations IA. Il y a beaucoup de produits avec des IA implémentés à l'intérieur, mais qui sont pas testés. Et c'est vraiment une porte d'entrée pour les cybercriminels. De plus en plus, on le voit actuellement. Tout ce qui est vibe coding, ça laisse un nombre infini de vulnérabilités. Et c'est un sujet qui me tient à cœur et c'est hyper intéressant. Et c'est pour ça que tu as trouvé cette faille de sécurité, même chez les plus grands. On va parler de cette boîte Persona qui est utilisée par plein de grands acteurs de l'Internet, que ce soit OpenAI ou d'autres, comme Roblox, et plein d'autres acteurs. Et je vois Jérémy qui hoche de la tête, qui dit LinkedIn. Oui, que c'est LinkedIn également, quoi. Et tu valides le fait que ce que Johan est en train de faire, effectivement, il y a de l'avenir là-dedans parce qu'il y a plein de failles de sécurité partout avec tout ce vibe coding, c'est ça? C'est absolument vrai. Franchement, Johan, t'es carrément le doigt sur un des problèmes qui me remontent le plus, moi, de la part de décideurs en cybersécurité. C'est qu'on vous met de l'IA partout, en fait, dans tous les logiciels que vous achetez, même quand vous l'avez pas demandé. Et en fait, ça accroît ce qu'on appelle la surface d'attaque, donc c'est-à-dire les possibilités de trouver des failles de sécurité pour hacker les systèmes. Il y a le vibe coding, mais pas que. OpenClaw, par exemple, c'est une forme de faille de sécurité via les IA qui a été révélée. Puis le vibe coding, ça c'est bien connu, c'est que quand c'est codé avec l'IA, il peut y avoir énormément de failles de sécurité, raison pour laquelle d'ailleurs Claude a lancé sa propre offre SAST ou DAST, on sait pas trop, en cybersécurité. Donc tu l'avais annoncé dans un Silicon Carnet. Ouais. Bravo, félicitations Jérémy. Comme quoi, il faut écouter Silicon Carnet. T'avais dit que Anthropic allait venir faire mumus dans le monde de la cybersécurité. bien sûr. Bingo, mon coco. Bravo. Bah oui, bingo, mais c'était logique parce qu'il y a énormément de fric à se faire, mais ces entreprises sont là pour faire de l'argent. Et puis Claude, je pense que c'est l'une des IA les plus B2B. Donc la cybersécurité, là où tu gagnes du fric, c'est pas en vendant des antivirus à ta grand-mère, c'est en vendant des solutions aux entreprises. Voilà, c'est un peu comme ce que fait Johan, par exemple. Éric Gervais, t'es un vieux pote à moi. Tu as vécu longtemps à San Francisco. Maintenant, tu t'es réfugié à LA. Ancien partenaire chez Atty Kearney, senior partner, émérite partner, maintenant devenu artiste peintre. C'est ça. Ça fait 30 ans que j'aide les gens à mieux bosser, mais comme il n'y a plus de boulot, j'ai plus de boulot non plus, donc c'est pour ça que je suis devenu artiste peintre. Et je vais développer, mais c'est exactement l'avenir qui va nous arriver à tous dans les 20 ans qui viennent, quoi. Exact. J'ai vécu en train d'accélérer.
Voilà, cette émission s'annonce riche. Je ne sais pas si tous les auditeurs de Silicon Carnet le savent, mais il y a un Substack de Silicon Carnet où je publie les notes de l'émission. Généralement, ces notes sont très denses. On couvre qu'une partie pendant l'émission des notes que je mets au point. Donc, vous pouvez les retrouver sur Substack. Je vous mets là le lien. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et puis, si il y a au moins une partie des notes qui sont accessibles, et si vous voulez accéder à toutes les notes, ainsi que WhatsApp, avec toutes les conversations avec les autres auditeurs de Silicon Carnet, vous pouvez vous abonner. On fait aussi des événements in real life à Paris. Le prochain aura lieu début mars. Voilà. Et puis, je vous annonce le Festin 6, ce format, il sort samedi. Et là, spectaculaire, parce que j'ai mis sur le grill les investisseurs et je leur ai posé la question, pourquoi est-ce qu'on n'avait toujours pas de Google en France? La réponse, samedi. Go yourself. J'entends encore des entrepreneurs me dire que créer son entreprise en 2026, c'est un parcours du combattant. Et c'est pour ça qu'on s'est associé à Conto cette année encore. Conto, c'est la meilleure solution pour créer son entreprise gratuitement en ligne. Ils soutiennent Silicon Carnet depuis longtemps. Je les adore. C'est ma startup française préférée. Leur produit est super simple à utiliser. Tu choisis ton type de société, tu avances étape par étape et tout est centralisé au même endroit. Mais ce que je trouve vraiment génial, c'est l'accompagnement qu'ils proposent aux entrepreneurs. Tu peux confier toutes les démarches à leurs équipes, dépôt de capital, publication de l'annonce légale, immatriculation. Ils s'occupent de tout pour toi. Du coup, t'es jamais seul. Les équipes Conto sont disponibles 7 jours sur 7 et tu bénéficies de 30 minutes d'échange avec un expert pour structurer ton projet, éviter les erreurs classiques. Résultat, plus de 600 000 entrepreneurs leur font déjà confiance. C'est une entreprise sur 5 en France qui se crée aujourd'hui avec Conto et c'est pas un hasard. Si tu envisages de te lancer cette année, commence par te simplifier la vie en choisissant Conto. Ça s'écrit QONTO.com. Allez, retour à ton épisode. Alors, on parle de cette faille de sécurité que tu as trouvée, Johan. Tu nous expliques tout ça, mais en gros, si j'ai compris ce que tu m'as dit, c'est que quand on s'inscrit à ChatGPT, c'est vrai que des fois, on vous demande de prendre un selfie, voire même de montrer votre passeport. Et alors, on pense tous que c'est juste pour vérifier que c'est bien nous. Mais tu es tombé sur un article de chercheurs en sécurité qui viennent, eux, de découvrir ce qui se passe vraiment derrière le rideau. Et là, c'est pas Jojo. Puisque visiblement, il y a un serveur gouvernemental américain qui a laissé traîner toute une partie de son code sur Internet, et ce code révèle des choses plutôt inquiétantes sur ce processus de vérification d'identité. On nous explique dans cet article que je montre, désolé pour ceux qui nous écoutent en podcast, venez sur YouTube si vous voulez voir l'article, mais dans les notes, vous aurez le lien vers l'article. On nous explique que notre visage est comparé à des bases de données de personnalités, notamment des personnalités politiques du monde entier. On nous explique aussi que ces signalements sont envoyés au Trésor américain. Alors là, c'est intéressant. Pourquoi le Trésor américain? Il y a plus de 269 vérifications différentes qui sont faites sur vous. Et le plus troublant, c'est que ce serveur qui s'appelle, j'ai traduit, base de données de liste de surveillance OpenAI. Ils aiment ça quand même, les mecs, même dans le nom, dans le nom du serveur, les mecs, ils hésitent pas. On apprend que ce serveur, il est actif depuis 2023, c'est-à-dire 1 an et demi avant qu'OpenAI n'annonce publiquement qu'il allait faire ces vérifications d'identité. Et donc, comment c'est possible ça? Comment est-ce que ces chercheurs sont tombés sur ce truc-là? En fait, ils cherchaient des moyens de contourner ces vérifications, donc de KYC. Donc, ils sont tombés sur une IP, celle qui correspond à la OpenAI Watchlist with Persona.com. Comment ils l'ont trouvé, cette IP? C'est en fait qu'ils l'ont trouvé sur Shodan. C'est un search engine qui regroupe tous les appareils connectés sur Internet. Et ce que l'IP dévoile, du coup, c'est le nom qui intrigue quand même. Il y a Watchlist dans le hostname. Et ils l'ont probablement codé ce dashboard parce que si on regarde dans le code source, il y a le nom de l'outil qui dévoile certaines informations, notamment il y a 53 mégaoctets de code source qui sont affichés.
Et ça pose problème parce que ça montre les 269 points de vérification que font Persona et tout le code source de Persona aussi également. Et donc on apprend que il y a une vérification par exemple, lors du selfie, du background, si le background est connu. Donc si le fond est connu et reconnu Ah, avec... d'accord. Dans le selfie, le background Ouais. Waouh. Ok. Ouais, totalement. Et donc il y a ça, il y a donc ta tête qui est comparée avec des oligarques, des politiques ou des personnes, des terroristes. Pour savoir si t'es pas devenu terroriste la dernière fois que t'as demandé à générer ton CV sur ChatGPT. Et il y a un truc qui est très très intriguant, c'est une fonction qui s'appelle Selfie Suspicious Entity Detection. Il y a aucune documentation sur ça. Et c'est scoré entre low, medium et high, et on sait pas réellement comment ça marche. Tu peux être détecté en tant que suspect, mais on saura pas vraiment comment ça fonctionne. Jérémy, ce Persona-là, cette entreprise Persona, qui appartient à ce serveur dont parle Johan, il y a des centaines de services qui utilisent Persona, non? Ouais, en fait, ce qu'il faut comprendre, ce qui est intéressant, c'est que Persona, c'est une sorte de tiers de confiance qui est utilisé par tout un ensemble d'entreprises et d'institutions pour faire de la vérification d'identité. Et ce qui est intéressant, dans ce que Johan vient d'expliquer, c'est que tout est légal. Et c'est ça qui est, je pense, le point le plus important dans cette histoire, c'est que certes, la plupart des utilisateurs qui ont peut-être fait des selfies ou scanné des photos d'identité ne s'imaginaient sans doute pas à ce qu'on se demande, est-ce qu'il s'agit d'Oussama Ben Laden, hein, pas Oussama Ammar, quoique. Vas-y, nique ta mère. Mais quelque part, c'était légal. C'est-à-dire que OpenAI le savait probablement, Persona le savait évidemment, et tous les services, en effet, qui utilisent Persona comme tiers de confiance, le savent évidemment. Et parmi ces services, on a quand même Discord, qui est dans une sauce monumentale en ce moment parce qu'ils sont en train d'instaurer un service une fonctionnalité de vérification d'âge obligatoire pour accéder à certaines parties de Discord. Ça est en train d'énerver pas mal de gens puisqu'en fait, il faut prouver que tu n'es pas mineur. Faut pas prouver que tu es majeur, faut prouver que tu n'es pas mineur. Donc tout le monde doit se scanner et on ne sait pas où vont aller. C'est pareil. Roblox, il y a également LinkedIn. Alors Discord a arrêté avec Persona. Ils sont passés à un autre système. Je tiens quand même à le préciser. Mais bon, voilà. Donc c'est intéressant. Et ce qui est intéressant finalement dans le fait que ce soit légal finalement, c'est qu'il faut essayer de comprendre un peu la logique gouvernementale. Parce qu'il y a en effet des rapports de suspicion. Faut comprendre que le gouvernement n'a pas accès à toute la base de données Persona. En fait, il y a des rapports de suspicion qui sont générés par Persona si vous cochez un certain nombre dans les 269 critères qui vous rendent suspect. D'accord ? Il y a aussi un lien avec le gouvernement canadien. Est-ce qu'il y a un lien avec d'autres types de gouvernements ? Ça, c'est à voir. Mais en tout état de cause, l'idée, c'est quoi ? C'est de prendre appui finalement sur ces tiers privés pour faire de la surveillance généralisée en fonction des intérêts ad hoc et à l'instant T d'un gouvernement. Donc aujourd'hui, les intérêts du gouvernement américain et du gouvernement canadien, c'est de faire la chasse aux terroristes, aux fraudeurs financiers, aux criminels peut-être trafiquant de drogue, voilà, un trafiquant de drogue qui irait sur Discord, peut-être qu'il se ferait flaguer, peut-être qu'on scannerait son background, peut-être que ce serait transmis au FBI pour qu'il puisse le retrouver. On est un peu dans ce genre de logique finalement, un peu comme dans les séries, on est presque sur du Minority Report quelque part. Ou un juge de la Cour pénale internationale. Ou un juge de la Cour pénale internationale, t'as raison Greg, et c'est justement là où je voulais en venir. C'est qu'en fait, le problème d'un outil comme celui-ci, c'est qu'en 2-3 lignes de code, Johan, tu peux me confirmer, je pense qu'on peut inclure à peu près n'importe quel type de critères dans les fameux critères qui vous rendent suspect. Ben, il y a d'ailleurs un critère qui s'appelle visage suspect. On ne sait pas ce que c'est. Ouais. Il demande à détecter des visages suspects. Ça veut dire quoi un visage suspect ? Wow. On sait pas, mais je pense qu'il faut essayer de ne pas, faut essayer d'y aller, de comprendre concrètement c'est quoi l'esprit derrière. Et en fait, c'est relativement simple. Les gouvernements ont intérêt à attraper certaines personnes en fonction de leurs objectifs. Ils prennent appui sur ces services qui scannent à grande échelle, services privés, qui scannent à grande échelle les citoyens. Attention,
on parle de personnes qui sont aux États-Unis, mais aussi en dehors des États-Unis. C'est-à-dire que si vous avez été scanné par Persona et vous êtes citoyen de l'Union européenne, peut-être que vous avez eu droit à un rapport de suspicion. En tout cas, vous avez été scanné comme tout le monde. Donc ça, déjà, je vois aucun dirigeant politique prendre la mouche sur ce sujet, alors qu'il y a quand même un gros sujet de souveraineté derrière. Je suis désolé. Mais au-delà de ça, le point, c'est quoi? C'est que demain, si on a un gouvernement qui décide de se dire je sais pas, moi, les homosexuels, ça me pose problème, ou alors, je ne sais quelle conviction religieuse, ça peut poser problème, on pourrait tout à fait le mettre dans telle ethnicité, on pourrait tout à fait le mettre dans le cadre d'un de ces 269, on peut en rajouter d'autres critères. Et moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est jusqu'où peut aller finalement la dérive en termes de surveillance généralisée. On fait comment avec tout ça? Parce que d'un côté, ce qu'on apprend là, c'est qu'on a un système de surveillance qui est bien plus invasif que ce qu'on nous dit. Et de l'autre côté, on a des outils d'IA qui vont transformer notre façon de travailler, on va le voir dans la suite de cette émission, et dont on ne peut plus se passer. Donc, est-ce que nous, en tant qu'utilisateurs, on n'est pas pris au piège? C'est-à-dire que, ok, si vous voulez résister et appartenir à ce futur, il faudra passer par l'acceptation d'une forme de surveillance de qui vous êtes, de votre identité, etc., etc. Ouais, c'est un vrai sujet parce que si t'es off the grid aujourd'hui, t'es mort économiquement et t'es quasiment mort socialement. Ouais. Sauf à partir avec tes copains sur une île déserte, mais et encore, il y en a plus beaucoup des îles sympas. Johan, merci beaucoup de nous avoir remonté cette information, c'était super sympa. N'hésitez pas d'ailleurs, si vous écoutez Silicon Carnet, si vous tombez sur quelque chose qui vous alerte, envoyez comme Johan un message. On est assez facile à trouver, que ce soit sur LinkedIn ou ailleurs, ou alors demandez au gouvernement, il a toutes nos coordonnées. Et peut-être que si ça vaut le coup, venez en parler avec nous dans Silicon Carnet. J'aime bien cette plateforme de Silicon Carnet, c'est une façon de réfléchir ensemble. Think in public, c'est mon nouveau mantra. Et je pense avec mes collègues, mais aussi avec vous dans les commentaires sur YouTube, et puis pourquoi pas dans l'émission. Donc Johan, merci encore de nous avoir remonté cette information. Je pense qu'on n'a pas fini d'en parler à l'avenir. Salut Johan. Merci à toi Carlos. Et continue d'écouter Silicon Carnet. Hein. Allez, on t'aime. J'avais envie de parler avec vous de cet article super intéressant où Sam Altman se dit prêt à confier les rênes de OpenAI à ChatGPT. Non, mais très honnêtement, moi je suis rentré là. Je suis rentré dans la Silicon Valley, je suis à San Francisco. Le décalage entre la France et San Francisco est juste colossal. Les mecs, on a l'impression qu'ils sont sous LSD. Mais si c'était le cas, OpenAI deviendrait la première entreprise de plus d'1 milliard de revenus entièrement dirigée par une intelligence artificielle. Donc moi, si ça, c'est pas de la singularité, je sais pas ce que c'est. Clairement, il y a un sujet, une grosse partie du taf de CEO, c'est d'agglomérer de la donnée, de descendre très profondément sur des sujets très précis et d'avoir plein de direct reports qui te font remonter. Et aujourd'hui, en fait, tu peux faire ça avec une IA qui va en fait aller chercher la donnée. Et en fait, tu vas être un super CEO. Parce que là où tu étais capable de collecter de l'info après avoir parlé à 15 personnes et de lire 20 reports, demain, tu peux aller regarder les logs, ce que les emails, les Slack, la data dans ton produit instantanément en demandant un report à un agent. Ce qui fait que toi, en tant que personne, t'es carrément augmenté. Tu peux merger avec la machine. Mais il y a aussi toute une partie du taf de CEO. Donc ça, c'est une énorme partie sur la partie decision making. Mais il y a toute une partie du taf de CEO, c'est faire des relations publiques, vendre aux talents que tu as envie de recruter, aux top talents comme le mec d'OpenClaw qui est attendu à la fin d'un meet-up pour aller lui parler, c'est aller serrer des pattes ou ne pas serrer la main de ton compétiteur principal à un gros sommet sur l'IA en Inde. Tu vois, c'est ce genre de move qui fait aussi que Sam Altman il est iconique et que OpenAI arrive à faire quelque chose. Donc c'est juste un autre coup de com. Et par contre, je suis totalement d'accord. Et Nicolas Bustamante, je sais pas si vous connaissez, qui était CEO de Doctrine et qui a lancé FinTool, a fait un article Twitter d'une excellente qualité qui disait que lui, aujourd'hui, il avait son agent qui parlait à toutes les API, était capable d'avoir l'info sur son business en totalité via un agent qui allait choper de l'info sur les API, directement par les API, qui l'ouvrait plus QuickBooks, qui l'ouvrait plus, des outils de gestion de projet, ses emails, etc. Et là, pour le coup, il dit qu'aujourd'hui, c'est comme si, à l'époque, il gérait 100 personnes, aujourd'hui, il a le même sentiment, alors qu'ils sont 6, et il arrive à faire autant de travail. Et ça, le CEO augmenté, dont le travail change radicalement, ça, j'y crois à 200%. Et moi, je m'y suis mis parce qu'aujourd'hui, je parle à mon ordi.
Ouais. Je parle à ChatGPT, c'est pas ChatGPT, mais bref, toute la journée pour échanger, pour aller faire, je fais des connexions, j'essaie d'avoir de la mémoire, etc. Par exemple, un truc très intéressant que fait Nicolas, c'est désolé, j'en parle beaucoup, mais toutes ces décisions, il les documente et ça sert pour l'agent pour avoir du contexte. C'est-à-dire que l'agent sait pourquoi il a pris telle décision dans le passé, etc. Et plus le temps passe, plus en fait il merge avec la machine. Eric, toi, t'as bossé avec pas mal de CEO et notamment dans ces grandes boîtes, et on sait que, effectivement, comme dit Greg, gérer des grandes boîtes, c'est un niveau d'information, avoir un niveau d'information à la fois en interne et en externe qui est absolument colossal. Et on peut se poser la question, est-ce que aujourd'hui, pour diriger ces boîtes, l'humain, est-ce qu'il n'est pas devenu le goulot d'étranglement, et y compris le CEO? Alors, je pense que l'IA et les robots, parce qu'il faut parler de l'intellectuel et du physique, changent et vont changer de plus en plus 100% des jobs. Le CEO sera peut-être le dernier à éteindre la lumière. C'est que t'as toujours besoin, tu vas remplacer les musiciens ou des morceaux de musiciens les uns derrière les autres, il restera le chef d'orchestre jusqu'à ce qu'on quitte la salle. Tu prends n'importe quel job, en fait, tu peux mettre les petites activités en 3 paquets. Le morceau qui change pas trop à court terme parce qu'on sait pas encore faire, mais on saura faire plus tard. Le morceau qu'on peut supprimer tout de suite. Et puis le morceau qu'on peut augmenter. Alors dans la partie augmentée, c'est faire des trucs que t'étais pas capable de faire avant ou ni décider de pas les faire. D'ailleurs. Je crois que le vrai sujet, c'est pas tellement de savoir si ça va arriver, mais à quelle vitesse, c'est quoi l'ordre du cortège des jobs, des machins qu'on va changer, et à quoi ressemble le monde d'après, dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, ça va dépendre des jobs. Et alors, on va développer, ce sera peut-être dans tes questions après, mais il y a un immense enjeu économique de comment la séquence va se faire. Déflation en masse, baisse du PIB, cet effet conjugué entre qu'est-ce qui va baisser d'abord, c'est la suppression des jobs à grande échelle, ou la baisse des prix qui fera que rien ne coûtera rien, donc tu auras même plus besoin de fric et de gagner un salaire pour vivre. Bon. Donc tu as ce sujet économique, et tu as l'autre sujet psychologique et social, qui est que on est câblé humainement pour nous sentir utiles. Le jour où à grande échelle on est inutile, c'est la déprime généralisée, quoi. Et je voulais vous montrer justement cette vidéo de ce jeune ingénieur qui vient de développer une technologie qu'il a appelée Vision Claw. Alors maintenant, aujourd'hui, si vous voulez monter une boîte, il faut mettre Claw dedans. C'est L-A-W. En tout cas, cette semaine. La semaine prochaine, ça sera peut-être autre chose. Il vient de donner des yeux à son agent IA. Il vient de jailbreaker des Ray-Ban Meta Glasses. Et du coup, il peut discuter avec son agent qui voit en temps réel ce que lui-même voit dans la vie. Et il peut lui demander d'agir. Ici, par exemple, il regarde un produit et il demande à son agent de le commander sur Amazon. Et vous allez voir que, effectivement, l'agent reconnaît le produit, va faire seul la recherche dans Amazon, va rajouter le produit dans le caddie Amazon et faire l'achat pour lui. Je vous propose de regarder la vidéo. Show what you built and why you built it. So here I'm gonna start the AI, which is powered by Gemini. I'm gonna ask, hey, Gemini, can you hear me? Yes, I can hear you. What can I help you with? Can you add this into my Amazon cart? Wipes to your Amazon cart. Searching for them now. I see the search results. Is the Wow Flash 200 count box the correct one? Yes, please add it to the cart. Adding the Wow Flash 200 count lens wipes to your Amazon cart. Okay, so you can see here is added to the cart. So this is what I'm building right now. Basically, it's integrating the visual understanding to the OpenCloud. Gemini Live will take care of every frame and also the voice interactions, the real-time perception. After that, use the tool call to delegate the task. So basically what OpenCloud get is just a simple task, then execute, and after that, get the feedback, then bring back to the Gemini Live and bring back to my glasses. Il va se passer quelque chose. Et ça commence déjà. Il y a des agents qui aujourd'hui promptent des humains. Pour moi, il y aura 2 types d'humains. Dans le futur, il y aura les gens qui vont dire aux agents quoi faire et des agents qui vont dire à des humains quoi faire. Et je pense que ce qui va se passer avec ces Meta Glasses ou autres, c'est que tu vas te balader dans la rue, tu vas dire j'ai envie qu'il y ait telle chose qui se passe et il y a ton agent qui va se connecter sur une marketplace via une API qui va dire à un humain pour $16, il faut venir ramasser le déchet à cette adresse ou venir fermer cette porte ou venir balayer ce truc-là. Est-ce que quelqu'un? Et le mec va dire oui et il va venir et après il va être avec ses Meta Glasses, pareil. Et ça va faire un call API à la marketplace qui va dire la prestation a été faite, tu vas recevoir ton virement et ce sera fait. Et c'est un monde qui est à la fois incroyable et un petit peu dystopique. Mais et ça existe déjà, on l'a vu avec renthuman.ai, cette plateforme qui permet effectivement à des agents d'aller
embaucher des humains pour faire des choses dans le réel. On en a parlé dans une précédente émission de Silicon Carnet. Eric, tu voulais réagir à ça? Le sujet d'après, ça va être c'est quoi l'activité humaine au fond? Fait que les robots et l'IA font tout à ta place, tout devient quasi gratuit, les gens n'ont plus besoin de job, t'as plus de salaire. Qu'est-ce que tu fais? Ben, t'es soit créateur, soit consommateur, indépendamment du pognon, parce que c'est plus une affaire d'argent. Et du coup, ça devient un choix. Et là où c'est dystopien, c'est qu'on est complètement dans Matrix là. C'est qu'en fait, on se projette dans un truc où il faut être capable de faire le choix, de te débrancher pour te dire si ma vie, ça n'est que de consommer et d'être un esclave de l'IA, un kleps qui n'a pas de contribution, qui réagit pas, qui maîtrise pas sa vie. Comment je fais le choix de sortir de là et de redevenir un créateur? Pour gagner ou pas du pognon, c'est pas le sujet. Mais regarde-toi, t'es devenu artiste peintre. Toi, t'es devenu artiste peintre, c'est exactement ce qui se passe avec toi. Hein. Les amis, excusez-moi, mais du coup, je vais avoir une voix un peu dissonante. Je suis désolé, mais pour moi, tout ça, c'est un peu du bullshit, pour plusieurs raisons. Si je puis me permettre de mettre un peu les pieds dans le plat. Eric, par rapport à ce que tu dis, des gens qui font ce qu'on leur dit sans jamais se poser de questions, ça existe déjà. Ça a toujours existé. Tu prends les serfs au Moyen-Âge, aujourd'hui, la plupart des salariés font ce qu'on leur dit de faire. Des gens qui vivent sans produire, sans créer, ça existe déjà. Ils sont pas forcément en dépression, et d'ailleurs, le rêve de tout Français, c'est d'être à la retraite. Donc ça veut dire consommer sans rien créer et ne rien produire. Ça, c'est aujourd'hui l'horizon indépassable du Français moyen, quoi. Donc quelque part, ce que vous êtes en train de dire existe déjà. Ce que tu expliquais aussi, Greg, le fait que des IA disent à des gens quoi faire, à quel moment. Bon, Amazon le fait déjà dans ses entrepôts, mais on a aussi Uber. Je suis désolé, mais c'est pas un humain qui explique au livreur où il doit aller, à quelle heure, à quel endroit, etc. C'est un algorithme. Alors peut-être qu'il y a un peu d'IA derrière, mais on est déjà à un haut niveau d'automatisation. Et le fait de dire que dans le futur, il y aura des gens qui font donc c'est-à-dire qui exécutent et des gens qui donnent des ordres, pardonnez-moi, mais c'est déjà le fonctionnement de toutes les sociétés humaines de nature pyramidale. Et je rajouterais juste un élément par rapport à la disparition du travail. En fait, la réalité, c'est qu'on n'en sait rien. Il y a plein d'études qui disent que l'emploi va augmenter. Il y a plein d'études qui disent que l'emploi va disparaître. La vérité, c'est que j'en sais rien. Vous n'en savez rien. Sam Altman n'en sait rien. En revanche, Sam Altman a un intérêt à promouvoir ce discours de la toute-puissance de l'IA parce que lui, il nous vend de l'IA. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que des destructions d'emplois en Occident, si on regarde par exemple la période de désindustrialisation dont nous sommes victimes aujourd'hui, on n'a pas eu besoin de l'IA. D'accord? Ce sont des choix humains qui ont amené à cette période de désindustrialisation, des choix humains, politiques, collectifs aussi. Hein? Parce que quand les voitures sont fabriquées en Chine ou ailleurs et que le consommateur français préfère acheter une voiture fabriquée à l'extérieur sans aucun patriotisme économique plutôt qu'une voiture fabriquée en France, bah c'est aussi un choix collectif, voilà, des acheteurs et des consommateurs. Et le fait est qu'on n'a pas eu besoin de l'IA pour ça, d'accord? On n'a pas eu besoin. Et à l'époque, on nous expliquait que on allait tertiariser l'économie, que tout allait bien se passer. Et on avait les Sam Altman de l'époque qui nous parlaient du fabless et du fait que l'économie allait être rénovée et qu'on aurait tous des bacs plus 12 en Occident. Bon, s'avère que en fait c'était complètement stupide. On a des bacs plus 12, mais oui, on en a quelques-uns. On en a quelques-uns, mais je suis pas sûr que le niveau d'intelligence des élites occidentales est vraiment augmenté. Hein. Voilà, ces 10 dernières années, voire 20 dernières années. Bon, voilà, c'est une observation. Eric, très personnelle. Alors tu as raison sur le fait qu'on n'a pas de boule de cristal. Par contre, on a un énorme signal. C'est le chômage de masse des jeunes. Alors que l'économie ça date d'avant l'IA. Ça date d'avant l'IA, mais ça s'amplifie méchamment. Hein. Moi, je vois aujourd'hui, il y a une prime à l'expérience. Et quand t'as pas d'expérience, c'est super dur de te battre en face de l'IA. Très, très dur. Oui, mais c'est facile c'est facile de se défausser sur la technique quand au fond, il y a des choix société, des choix politiques derrière. Moi, c'est ça qui me dérange, en fait. C'est-à-dire, demain,
on va avoir quoi? Un homme politique qui va venir nous dire, ah bah désolé, je peux rien contre le chômage de masse, c'est de la faute de l'IA. Par contre, je vais laisser partir telle entreprise à l'étranger, je vais laisser faire des délocalisations, je vais augmenter les taxes sur les entreprises, plus rien à faire si elles peuvent pas créer d'emplois. Enfin, tu vois, c'est aussi ça qui me dérange, c'est que j'ai pas envie non plus que nos décideurs, parce qu'ils sont quand même très prompts à se déresponsabiliser dès qu'ils le peuvent, se déresponsabilisent sur la technique. Et puis du coup, bah moi j'ai une proposition pour le coup, parce que vous avez parlé des CEO qui pourraient être remplacés par l'IA. Moi, je pense que ça n'arrivera pas parce qu'en fait, on aura, et là je suis d'accord avec toi Eric, on aura besoin de CEO parce qu'un CEO, c'est d'abord et avant tout la vision. En revanche, il y a une fonction de direction qui, dans la société, n'a plus aucune vision et qui pourtant dirige sans servir à grand-chose. Ça s'appelle des hommes politiques. Voilà. Est-ce qu'on pourrait pas c'est une suggestion. Tu voyais venir à 10 km, Carlos, mais est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à remplacer nos députés, par exemple, par des agents IA? Et puis, on permettrait aux humains, par exemple, de voter sur des trucs, des propositions. Et puis ensuite, les agents se mettraient d'accord entre eux. Ils seraient probablement beaucoup plus constructifs que des députés, mais se mettraient d'accord entre eux pour écrire la meilleure loi possible. Je suis sûr que ça pourrait être possible. Et au fond, quand je vois le niveau de délitement de nos systèmes politiques, je me dis, bah après tout, pourquoi on n'essaierait pas, quoi? Voilà. Ouais. C'est ma proposition dystopique. C'est une super idée. C'est une super idée. Faire un blend. Et après, il y a des raisons juridiques aussi. On a encore besoin d'un humain à la tête parce qu'on a encore besoin de foutre des gens en tôle si jamais il y a un truc qui va mal, quoi. Ah bon? Tu les vois aller en tôle, toi? Bonjour. Je m'appelle Nicolas Sarkozy. Non, mais sur les sociétés, je reviens là-dessus parce que il y a quand même le droit des sociétés qui exigent que les conseils d'administration soient composés d'humains parce que justement ces administrateurs ont des devoirs fiduciaires et donc on a encore besoin des humains. Mais tu as raison, je constate que il y a de plus en plus de réflexions, notamment à Stanford et à Harvard, qui essayent de voir si on peut pas créer une personnalité algorithmique pour justement se substituer à ces humains. Donc même sur le plan légal, la loi elle se change et c'est possible qu'on arrive à un changement de loi sur ces sujets-là. Les agents IA, c'est génial, mais on aura toujours besoin d'humains et c'est pourquoi je voulais vous parler de notre partenaire Digital Selection. C'est un cabinet international d'executive search spécialisé dans les startups et les scale-up technologiques. Je les connais super bien. François Lejoly, le CEO de Digital Selection, est un ami de longue date avec qui j'ai travaillé régulièrement aux US comme en Europe. Ils accompagnent déjà de nombreuses entreprises tech dans le recrutement de dirigeants clés, que ce soit des CEO, des C-level ou des managers stratégiques. Et là où ils font vraiment la différence, c'est qu'ils connaissent parfaitement le modèle cross-border Europe-États-Unis. Ils ont d'ailleurs des équipes sur les deux continents. Bref, si vous cherchez des talents américains ou européens pour structurer et accélérer votre croissance à l'international, je vous invite vraiment à contacter Digital Selection. J'ai mis le LinkedIn de François dans les notes de l'émission. Allez, retour à votre épisode. Je voudrais qu'on regarde un petit peu les chiffres, notamment sur l'emploi. Eric, tu en parlais parce qu'il se passe effectivement quelque chose. On en avait rapidement parlé dans un précédent épisode de Silicon Carnet. Je reviens sur ces chiffres et sur cette étude qui vient de sortir. Mais effectivement, là, ils sont tout frais, ces chiffres. Ils datent de fin janvier 2026. 108 435 suppressions d'emplois aux US. C'est un bond de 118% par rapport à janvier 2025. En janvier 2026, les entreprises n'ont créé que 5 306 jobs aux US. C'est le niveau le plus bas depuis 2009. Amazon est en train de virer 16 000 employés. Et c'est pas des mecs dans les entrepôts, c'est dans leurs bureaux. Et UPS prévoit d'en supprimer 30 000 cette année. Donc effectivement, il est en train de se passer quelque chose. Et pas certain que ce soit à cause de l'intelligence artificielle encore. Mais il y a une transformation du contrat social qui est clairement à l'œuvre et on voit beaucoup de jobs, en tout cas ici aux États-Unis, en train de s'évaporer. Ça c'est clair. Et je suis pas certain et j'entends pas effectivement les politiques parler de ce truc-là aujourd'hui, quoi. Sur ce chiffre-là, l'effet incertitude, le yo-yo des tarifs, tout ça joue plus pour la réticence à investir, le ralentissement, la frilosité que l'effet IA. Je crois vraiment que l'effet IA, il faut le voir par type de job, parce qu'on le voit pas encore dans les grandes masses, en fait. Là, c'est dans les jobs technologiques, beaucoup. Le healthcare
Et les transports aussi. Les transports également, parce que bien évidemment qu'on est en train de passer à des voitures de plus en plus autonomes et qu'il n'y a plus photo, quoi. Maintenant, aujourd'hui, la question ne se pose même plus, quoi, là-dessus. Là, on est dans la phase, je crois, où on est plus augmenté que disrupté en grande masse. Mais à la vitesse à laquelle le train avance, la partie des jobs qui va être disruptée et supprimée va augmenter. C'est écrit. La question n'est pas d'être défaitiste en face de ça. Enfin, je te rejoins, Jérémy, on va pas baisser les bras, mais c'est de se dire, dans un monde où c'est plus facile de fabriquer du knowledge, des objets physiques, parce qu'on va automatiser plein de trucs, on va amplifier ça. C'est quoi le monde d'après? Parce que le monde d'après, il faut peut-être le voir avec d'autres paramètres que nos paramètres économiques actuels, quoi. Aujourd'hui, on fonctionne dans une logique où ça coûte du temps à des individus de fabriquer des choses, et donc du coup, ça a un prix. Si ça coûte moins de temps, le prix va baisser. Peut-être que dans 20 ans, on parlera plus de pognon. On parlera d'autres choses. On mesurera le bonheur et la richesse autrement. Moi, ce qui pas fumé, hein. Moi, je comprends ton discours, Eric, mais en fait, ce qui me fait peur, pour être absolument clair sur ce que je veux dire, c'est que je crois sincèrement qu'on n'est pas capable, en tant qu'espèce, collectivement, de voir le futur. Et d'ailleurs, le cerveau humain, physiquement, n'en est pas capable. En fait, on projette une vision qui, en règle générale, est basée sur nos expériences passées, un peu comme des IA. Il y a quelques individus, ça c'est vrai, dans le cours d'humanité, qui ont eu des prédictions, comme moi il y a 3 mois sur Claude AI. Bon, je plaisante. Ah, les gens savent que j'ai un petit savoir-faire aussi. Mais il y a des gens comme ça qui peuvent avoir des prédictions super claires et super vraies sur le futur. Mais en règle générale, on les écoute jamais, ou alors ils ont dit un truc dans un coin et puis 50 ans après, on se rend compte qu'ils l'ont dit, on se dit ah putain merde, il avait raison ou elle avait raison. Mais en termes sociétal et global, on n'y arrive pas. Et du coup, moi, j'ai peur parce que aujourd'hui, on vous dites oui, mais il y a aucun homme politique qui en parle. C'est pas vrai. Par exemple, Benoît Hamon, en 2012, a proposé face à le fait que les robots nous remplacent, a proposé le revenu universel. Et après, bon voilà, lui, il l'a proposé à gauche. Il y a des penseurs libéraux qui l'ont aussi proposé par ailleurs, parce que c'est une idée plutôt libérale a priori le revenu universel. Donc en fait, si, il y a quand même des gens qui réfléchissent à ça. À titre personnel, je pense que c'est une idée débile, mais il y a des gens qui réfléchissent. Et j'ai peur que demain, on construise des systèmes pour préparer un futur qu'on ne comprend pas. Pour moi, le futur, il se gère, et je suis désolé pour ce que je vais dire, un peu au jour le jour. Je pense pas qu'on puisse le voir venir, mais je pense qu'il va falloir le gérer au jour le jour, et justement ne pas obérer ce futur avec des propositions politiques peut-être un peu trop ambitieuses. Sur notre capacité à comprendre ce qui va advenir. Je suis OK pour qu'on en discute, qu'on ait plein d'avis différents sur ouais, peut-être que demain il y aura plus d'argent, comme il dit Elon Musk. Est-ce qu'il y croit OK, mec, ferme tes comptes en banque, je sais pas. Mais ah ouais, OK. Bon, on verra. Il dit même, t'embête pas pour la retraite, t'en auras pas besoin, quoi. Et Jérémy, tu as entièrement raison sur le fait que le futur se gère peut-être au jour le jour. Mais il y a quand même des règles un peu, voire même économiques, qui, par le passé, se sont révélées utiles aussi pour peut-être anticiper ce futur. Je pense notamment au paradoxe de Jevons, qui aujourd'hui est en train, je pense qu'il va s'appliquer. Ce paradoxe, c'est que quand on a une ressource qui devient très efficace, on l'utilise pas moins, on l'utilise plus. C'est cet économiste William Stanley Jevons qui l'avait observé avec le charbon au 19e siècle, et les machines à vapeur sont devenues plus efficaces, et au lieu de consommer moins de charbon, l'Angleterre, elle en a consommé beaucoup plus, parce que les usages se sont multipliés. Et pour être optimiste et mettre en pratique ce paradoxe de Jevons, on peut regarder ce qui s'est passé notamment dans le monde des banques dans les années 70. Quand les guichets automatiques sont apparus, tout le monde a cru que les employés de banque allaient disparaître. Et c'est absolument pas ce qui s'est passé. Au contraire, ce qu'on a compris, c'est que le coût d'opérer une banque allait baisser drastiquement dans un rapport de 1 à 10. Et on a vu, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu les banques ouvrir des agences un peu partout et maintenir les emplois. Et là, je vous montre les chiffres. Entre 80 et 2010, il y a 400 000 distributeurs automatiques qui ont été installés aux États-Unis.
Et le nombre d'employés de banque, il est passé de 500 000 à 600 000. On a créé 100 000 emplois dans les banques. Donc, je pense qu'on va voir aussi la même chose arriver avec l'IA. On le voit d'ailleurs, et je profite de ta présence, Eric, pour en parler, parce que au début de l'IA, on a dit que pour les cabinets de conseil, McKinsey allait disparaître, que BCG, c'était mort. Et qu'est-ce qui s'est passé ? C'est pas du tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, visiblement, ils vont plutôt bien encore, ces cabinets, non ? Je connais ce job de l'intérieur. Je peux faire tout seul aujourd'hui le job de 4 ou 5 personnes. C'est pas une mauvaise nouvelle pour moi. Par contre, là où ça trinque, c'est que j'ai plus besoin de juniors. Le gars qui m'aidait à prendre des notes, animer un workshop, vérifier que la spreadsheet était clean, j'ai plus besoin de tout ça. Du coup, je suis sur un piédestal expérimenté à l'abri, mais je flippe pour les jeunes de 22 ans, quoi, parce que c'est très très dur. Enfin, il va falloir inventer ce qu'on peut faire à 22 ans, quoi. Ouais, mais ce que tu sous-estimes, je pense, c'est la capacité des humains à utiliser justement ce paradoxe pour créer plus d'activités ou voir une autre activité. Parce que ce que tu pourrais dire, c'est OK, t'as plus besoin de juniors, mais tu peux en fait avoir 10 clients où hier tu en avais que 2 ou 3. Et donc utiliser les juniors pour autre chose que effectivement prendre des notes, parce que effectivement en plus utiliser des juniors pour prendre des notes, c'est juste débile, quoi. En fait, c'est un boulot de merde. Moi je suis pas du tout inquiet par rapport à ça, hein. Moi je pense que vous sous-estimez et on le voit bien là avec les OpenClaw et tout ça. Regardez ce que les gamins sont en train de faire. C'est pas des vieux cons qui sont en train de faire ça. Je vous ai montré la vidéo de ce jeune là avec VisionClaw. C'est un môme, hein. Il est en train de créer des trucs, quoi. Donc moi je pense que les gens vont continuer à créer des choses. Je pense qu'on va avoir un shift, mais il va se passer ce qui s'est passé dans l'Angleterre des années 1820-1830. C'est ce qu'on appelle la génération perdue. En fait, c'est des mecs qui, au changement, au shift, sont pas fait adapter, se sont fait complètement écraser et broyer, tu vois. Et vraiment, ces 25 ans, c'est une génération complète qui a été sacrifiée. Et moi, mon intuition, c'est que tu parles de billets de services bancaires, de machines à vapeur. Là, on parle d'intelligence. On a de l'intelligence à profusion. Et les êtres humains, à la base, ce qu'ils produisent, c'est de l'intelligence. Du coup, il y a quand même cette changement-là qui fait qu'en effet, je pense que... Mais c'est nouveau qu'ils fabriquent de l'intelligence, Greg. Avant, comme le disait très bien tout à l'heure Jérémy, au début du XXe siècle, la majorité des gens ne fabriquaient pas de l'intelligence. Ils fabriquaient de la force physique, quoi. D'accord. Ils fabriquaient de l'énergie. Les humains, c'était de l'énergie. C'est un truc assez nouveau, cette histoire d'intelligence. Ça date des années 50, quoi, des années 50-60. Tertiarisation de l'économie. Je prends ce point, mais le deuxième point, c'est heureusement, ce qui me rassure beaucoup par rapport à tout ça, c'est qu'on n'est pas en train de créer une machine à dopamine infinie avec des réseaux sociaux addictifs, tu vois, de la fiction, etc., qui ferait que les gens perdraient leur faculté à se concentrer ou pourraient perdre leur contact avec le réel parce qu'on crée une machine à les entertain à l'infini, tu vois. Si on avait construit quelque chose comme ça, c'est vrai que ça m'inquiéterait beaucoup, mais vu qu'on est quand même dans un monde assez ascétique, c'est cool. Non, mais c'est pour faire la transition. Moi, ce qui m'inquiète vraiment, c'est cette partie intelligence et cette partie, en effet, TikTok aux stéroïdes. Enfin, je prends TikTok, mais whatever, like YouTube, Instagram, etc. Cette capacité à créer de l'attention ou generative porn. Il y a une équipe qui bosse comme ça dans un des géants de la tech. Tous ces sujets-là, c'est des usines à créer de la dopamine, à créer de l'addiction. Et moi, je pense que dans 10, 15, 20 ans, on verra sur les effets long terme qui seront énormes et que ce sera comme les scandales, ce sera un scandale, sociétal. Sanitaire. Sanitaire. Exactement ce que je veux dire, sanitaire énorme et qu'il y aura des interdictions, etc. Mais genre vraiment hardcore. On se rendra. Et je pense que l'avènement de l'IA plus ce côté-là, c'est pour ça ma thèse de la génération sacrifiée. Pour moi, c'est un changement sociétal sur cette intelligence qui fait qu'on doit changer de modèle. Le fait qu'on a un incentive où en fait on peut enfermer les gens dans un monde complètement à part, tu vois, grâce à ces usines addictives. Et moi aujourd'hui, par exemple, je passe dans ma journée maintenant à les séparer en deux de façon extrême, ce qui n'était pas du tout le cas avant. J'ai les activités complètement offline où plus de téléphone, le téléphone n'est pas dans ma chambre, soit je lis, soit je vais courir, etc. Et mon téléphone, la moitié de ma journée, il est loin de moi. Ou alors je suis face à la machine, je suis avec l'autre code, avec mon téléphone, je suis hyper connecté, je parle, je suis connecté avec des API, etc. Et je suis avec mes agents, quoi. Et j'ai vraiment mais attends, t'as pas passé encore le stade suivant, parce que c'est ça ce qu'on est en train d'expliquer là, et c'est ça peut-être que les gens ne voient pas. C'est que cette partie-là où tu es ultra connecté avec ton téléphone, elle n'existera plus demain, parce qu'en fait, tu pourras demander à tes agents de faire ce travail-là à ta place. Et d'ailleurs,
de ne pas distinguer cette activité, mais de l'avoir synchrone avec ton activité in real life. C'est ça ce qu'on a vu tout à l'heure avec Vision Claw. C'est cette capacité justement à scinder les deux. Je pense on n'aura pas une vie déconnectée et une vie connectée. C'est simplement que cette vie dans le réel, elle va être connectée à travers des agents et on n'aura plus besoin d'aller devant un ordinateur, d'aller créer des commandes et on pourra juste parler, voire même que penser. On en a parlé la semaine dernière dans Silicon Kernel avec ces interfaces qui disparaissent. Je pense que là, on a une discussion d'employés du tertiaire, ce que nous sommes. Il n'y a aucun problème à ça. À mon avis, dans le monde qui vient, et c'est peut-être paradoxal, allez hop, moi je fais comme Jacques Attali, je vais faire une prédiction à 50 ans. Je serai mort quand on devra vérifier si je me suis trompé, au pire. Ah, fais gaffe, hein. On va vivre jusqu'à 200 ans. Hein, donc, ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ouais. Bon, écoute, j'assumerai du coup. Mais en attendant, ce que j'observe, c'est que la Chine s'industrialise à donf, qu'il y a toute une partie de l'Asie qui s'industrialise à fond. Et à mon avis, on va revenir par l'effet de la robotisation nécessaire finalement. Je pense que le vrai changement de société qu'on va avoir après l'IA, c'est la robotisation. Mais pour y arriver, il va falloir revenir à des sociétés industrielles, de production d'équipements. Et au-delà de ces sociétés industrielles, il va falloir qu'on revienne aussi. En fait, on va faire un mouvement inverse à ce qu'on a fait nous, mais qu'on revienne à des sociétés du primaire, c'est-à-dire de l'extraction, et en particulier l'extraction ou la production d'énergie, parce qu'on va avoir besoin d'énormément d'énergie. Déjà que pour faire, exactement, et déjà que pour faire tourner l'IA, on n'a pas suffisamment d'énergie. Pour ensuite fabriquer les robots qui seront pilotés via des IA notamment, on va avoir besoin d'énormes quantités d'usines, de matériaux, de machines-outils, etc. Je pense qu'on a une nouvelle révolution industrielle qui nous attend et que, en bon employé du tertiaire et civilisation du tertiaire que nous sommes devenus, les sociétés occidentales, nous ne serons pas prêts. On va probablement se faire balayer par les sociétés anciennement pays émergents qui en fait sont devenus les vrais pays industriels et qui eux en fait sont prêts à cette révolution. Je pense que vous avez dû voir là le défilé en Chine avec ces robots qui font des danses, des pirouettes, etc. C'est pas que de l'animation, c'est une manière de dire, en fait, voyez, les Occidentaux, ça c'est le monde qui vient, c'est le monde d'après. Nous, on est prêts, on a des ingénieurs, on a de l'IA, on a des usines, on a des robots. L'énergie, on va se démerder parce que... Et on s'en fout que notre démographie baisse. On en a rien à foutre. On s'en fiche complètement. On n'a pas, en effet, on n'a pas de politique migratoire parce qu'en fait, on va remplacer par des robots. Après, bon, je juge pas, chacun fait comme il veut. Mais en tout état de cause, ça, c'est ça le discours. Et je pense que en Europe, nous ne sommes pas prêts. On n'est pas prêts parce qu'en réalité, tous nos dirigeants sont des employés du tertiaire, des gens qui ont fait du droit, de la science politique. Ils savent pas monter un meuble Ikea. Je me mets dedans, hein, d'accord. Mais sauf que je suis pas dirigeant. Je veux dire qu'on va tous perdre notre boulot parce que le monde du tertiaire va être remplacé par l'intelligence artificielle, mais que on ne sera pas prêt à revenir à de l'extraction ou à de l'industriel parce que effectivement c'est dégradant, même socialement, ça serait dégradant de dire que tu es devenu un ouvrier du secondaire. En fait. Bien sûr, alors que tu peux dans certains endroits en Occident être plombier et gagner mieux qu'un avocat. Je crois il y avait eu des reportages à Londres là-dessus où certains plombiers gagnaient mieux que des avocats. Incroyable. Non, ce que je pense c'est que, ce que je pense en pire, c'est à la fin, on va juste écouler ce qui nous reste d'héritage de la révolution industrielle pour acheter des robots à la Chine et de l'énergie aux États-Unis et à la Russie potentiellement si on arrive à s'entendre avec eux. Mais au fond, est-ce qu'on est prêt à la révolution qui va venir ? Je suis pas sûr. Et c'est plutôt ça moi qui me fait peur. Je pense qu'il faut qu'on change d'élite. Il faut qu'on ait des ingénieurs au pouvoir en fait. Il faut arrêter avec les juristes. Jérémy, si on t'écoute, on se dit que Marx avait complètement tort. Hein. C'est-à-dire que lui, il pensait que c'est les machines qui remplaceraient les travailleurs et que on aurait tout un tas de chômeurs qui d'ailleurs feraient pression à la baisse sur les salaires. C'est l'automatisation dans sa vision comme outil capitaliste pour extraire plus de valeur du travail humain. Mais là, quand on t'écoute, on se dit que il s'est complètement planté parce que on va revenir à une ère industrielle où on va avoir besoin d'humains pour extraire, pour piloter des robots, fabriquer des robots, etc., etc. Eric, t'es pas d'accord ?
Tu penses que Marx avait raison? Je suis d'accord sur le fait qu'il y a une lumière au fond du tunnel et qu'il n'y a pas de fatalité dans cette histoire. Par contre, je crois pas qu'on revienne à l'ère industrielle où c'est des humains qui seront dans les usines ou qui font l'extraction. Ce sont d'autres robots. Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça va aller très vite. C'est qu'en fait, créer un champion industriel aujourd'hui, ça peut ne prendre que quelques années. Ça prend plus 40 ans. Donc du coup, ça se décide, quoi. Ça se fait. Je pense que j'étais à un dîner cette semaine à San Francisco et où on réfléchissait justement à ce futur. Et je pense qu'il y a un truc peut-être en France on comprend moins bien, c'est à quel point le temps est en train de se dilater, quoi. C'est-à-dire que la vitesse où les choses sont en train d'aller, c'est juste colossal. Ce qui hier prenait 5 ans va devenir un truc qui va prendre quelques mois. Et moi, ce qui me fait peur, c'est ça, c'est cette vitesse et cette dilatation du temps. Je ne sais pas si l'humain est capable cognitivement de suivre cette vitesse d'exécution, quoi, en fait, que nous propose l'intelligence artificielle. En tout cas, pour moi, ça, c'est un vrai impact. Et c'est mentalement, tu te rends compte qu'avant, tu pouvais errer pendant quelques semaines sur un sujet, réfléchir, en débattre, te poser la question. Moi, aujourd'hui, je suis dans une industrie où à la semaine, tu loupes des opportunités. Pour moi, maintenant, les roadmaps doivent se faire en semaine, tu vois. Et quand tu te rends compte que tu as perdu 3 semaines ou 1 mois, tu te dis, mais les gars, on a perdu un mois. C'est colossal. En errant, c'est colossal. Alors qu'avant, tu perdais un trimestre, tu te disais, bon, on a la fin de l'année, quoi. Et même nos prévisions, regardez nos prévisions qu'on fait. Avant, les prévisions, c'était à 10, 15, 20, 25 ans. Maintenant, moi, j'ai du mal à imaginer 2028. Et je pense que cognitivement, tout à l'heure, quand je parlais de décharge mentale, moi, c'est pour ça que tu dis, on va merge, on n'aura plus d'interface, on n'aura plus d'écran, etc. Moi, je te le dis, si on est connecté en permanence à ce flux d'informations, aux gens, aux agents, etc., je me demande à quel moment le cerveau humain va juste soit s'adapter, mais je pense que nous, on est trop vieux pour s'adapter, malheureusement, soit craquer. Enfin, genre, juste overload, tu vois. Et d'ailleurs, je le vois, et d'ailleurs, c'est un grand, un chercheur, je crois que c'est Nathan Lambert, qui disait que pour lui, la plus grosse aujourd'hui menace sur l'AGI, l'IA, enfin toute cette industrie-là, donc pour atteindre l'AGI et l'industrie de l'IA, donc les gros labos, etc., c'était l'épuisement du capital humain. Dans ces labos, les gens bossent tellement, ils sont tellement sous dopamine qu'ils pensent qu'à un moment, en fait, juste l'industrie va craquer, va imploser. Genre, les gens vont juste lâcher le truc et le mec est à fond dedans et il est là depuis plusieurs années. Donc moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Bon, allez, on passe au sujet d'après, qui est la panique de Hollywood. On va voir d'ailleurs, ça c'est intéressant, comment est-ce que Hollywood aussi, activité on ne peut plus culturelle, hein, tu étais artiste peintre, Eric, bah voilà, d'autres artistes peintres comme toi, d'ailleurs tu vis à LA, tu les côtoies au quotidien. Mon deuxième fils est producteur à Hollywood. Ah, en plus, il est producteur. C'est vrai, c'est pour ça que ouais. Bah bien sûr. Et donc c'est pour ça que je voulais que tu sois là et qu'on en parle, parce qu'on a vu Tom Cruise et Brad Pitt se battre sur un toit en ruine. On a vu Donald Trump qui faisait du kung-fu dans une forêt de bambou. Ça c'est vrai par contre. C'est vrai ça? Ah ouais, non, je pensais que c'était d'accord. Ok, d'accord. Et ces vidéos ultra réalistes, elles ont inondé les réseaux cette semaine et on s'est mis tous à créer en quelques minutes avec cette nouvelle IA chinoise qui s'appelle Seedance. C'est une IA qui est produite par, bien sûr, ByteDance. Et depuis, Hollywood est en PLS. Disney et Paramount ont envoyé des mises en demeure. Alors, tu peux toujours t'amuser à envoyer des mises en demeure en Chine, quoi. Les syndicats sont vent debout. Et tu as Rhett Reese, le scénariste de Deadpool, qui déclare « Bon, bah ok, c'est bon, Hollywood est sur le point d'être décimé. » Eric, justement, toi, ton fils qui est producteur à LA, je suppose que vous en parlez. C'est la fin d'Hollywood, cette histoire? Je crois pas. Le truc, enfin, c'est un sujet sur lequel il faut prendre un peu de recul et revenir 20 ans en arrière. Ce qui s'est passé dans le cinéma, c'est une variante de ce qui s'est passé dans la musique, en fait. C'est l'écroulement des revenus indépendamment de l'IA. Avant, c'était financé 100% par la pub et les salles. Les deux se sont écroulés. Du coup, le revenu total de l'industrie du cinéma dans le monde, c'est pas qu'Hollywood, c'est massivement réduit depuis 20 ans. Donc du coup, tout ce qui fait que tu peux produire moins cher est en fait une bonne nouvelle. Parce que quand tu as des clients qui sont plus prêts à payer, qui ont donc du contenu quasi gratuit, parce que
il faut pas se mentir. Tu vois, avoir du contenu sur Netflix ou Prime avec une petite dose de pub ou pas de pub, ça coûte que dalle par rapport au financement qu'avait le cinéma avant quand tu payais tes salles ou quand tu payais indirectement avec la pub. Donc du coup, en grande masse, l'IA est une bonne nouvelle parce qu'en fait, ça permet de faire. Enfin, pour peu que tu aies des bonnes histoires, ça permet de produire de la qualité à moindre coût. Tu veux dire que comme dans la musique, est-ce que ça va faire émerger de nouveaux talents? C'est ce qui s'est passé dans la musique où Ouais, où le parce que monde de c'est la plus musique facile était de faire un film à quelques centaines de milliers de dollars ou quelques millions. Si t'as le cœur du truc, c'est la belle histoire. Que ce soit un dessin animé, un Brad Pitt ou autre, faut des histoires de qualité. Et ça, c'est un des trucs qui manque un peu à Hollywood quand même. C'est que t'as le pourcentage de. Enfin moi, chaque fois que je fais l'aller-retour en France, je me gave de bonnes comédies françaises et j'adore ça, quoi. La belle comédie dramatique les comme on comédies les aime. françaises avec Cadmerade et Franck Dubos, c'est de la merde en tube, quoi. Enfin, moi j'en peux plus. Critique pas notre exception culturelle, Carlos. Non, mais putain, on utilise justement ça. Bah ouais, justement, on utilise le pognon de nos impôts pour faire tourner toujours les mêmes acteurs avec des comédies qui n'en sont pas. Qu'en fait, l'autre jour, j'ai regardé celle avec, je sais pas quoi, ils reviennent dans le passé là. C'est une sorte de retour vers le futur à la française avec le mec des Inconnus là. Mais c'est nul à chier. À bout de 10 minutes, j'ai arrêté, j'en peux plus. De toute façon, moi, dès que je monte dans un vol Air France, je sais que je vais voir un film de Cadmerade. En gros, c'est ça, quoi. Il y a que des films de Cadmerade, ou de Danny Boone. C'est insupportable. Plus parce que c'est plus ça les refs, mais ok, je prends ton point. Non, mais, non, c'est nul. On dit Pierre Ninet maintenant. La blague, c'est avec Pierre Ninet. Non, mais il y a des bons films, et il y a des bons films aussi aux États-Unis. One Battle After Another, c'est un super film, quoi. D'ailleurs, Sean Penn qui a reçu le Golden Globe Awards pour le second rôle, il est formidable là-dedans. Mais non, je suis d'accord, on va revenir aux histoires, mais je ne sais pas si vous avez écouté dans C'est ce soir cette émission où il y avait Alain Damasio, que j'aime beaucoup, qui parlait, et il disait quelque chose de très vrai. Il disait, mais oui, mais même sur la fabrication de l'histoire, la fabrication des univers, ou même la trame narrative, lui, aujourd'hui, il utilise l'IA et il reconnaît, même s'il y a une blessure narcissique, comme il dit, j'adore ce terme-là, il dit c'est une blessure narcissique comme il y en a eu une avec Copernic ou Darwin, certainement pour certains scientifiques à certaines époques. Il reconnaît le fait que l'IA est super bonne pour développer des univers et pour construire des trames narratives super efficaces. C'est peut-être parce qu'il écrit des romans de merde aussi, c'est possible, non? T'as vu l'ambiance pourrie, ça va maintenant? Moi, je l'aime bien, mais oui, c'est ton avis. Si toi, t'aimes pas Alain Damasio, moi, j'aime bien. Non, mais je pose la question, mais quand même, dire un auteur qui dit que son savoir-faire serait imitable ou remplaçable par de l'IA, je suis désolé, c'est qu'il a pas, qu'il a pas une grande, un grand amour de son travail et de son artisanat. Ça me paraît quand même. T'as raison. En même temps, c'est un outil génial. C'est qu'aujourd'hui, pour fabriquer un film, c'est rarement un scénariste qui fait ça tout seul. C'est toujours une équipe. Ouais. En fait, t'as un mec qui a l'idée de l'histoire. T'en as un qui est bon pour avoir des personnages un peu plus sharp. T'en as un qui est excellent sur les dialogues. Donc, c'est toujours un travail d'équipe. Sur l'humour, par exemple, qui va avoir les bonnes jokes au bon moment, etc. Et ce qui est génial avec l'IA, c'est que le gars qui a la première idée au départ, tu vois, la petite histoire bien ficelée, il va pouvoir t'écrire en 5 minutes la version en 20 pages, y compris avec un extrait de dialogue, en le faisant tout seul, et il va pouvoir le pitcher tout seul. Alors qu'avant, il fallait qu'il assemble une équipe, qu'il fasse ça en groupe. Donc du coup, la capacité à tester des histoires plus vite, c'est un truc qu'on n'avait pas. Réaction de Matthew McConaughey, que j'ai trouvé très très intelligente, parce que c'est vrai que on pourrait rester un petit peu comme ça en se disant c'est pas bien, il faut arrêter tout ça, il faut faire valoir la réglementation, le copyright, etc. Je vous propose de l'écouter parce que lui, il a une autre proposition. Il explique que on pourra pas empêcher cette chose-là et que il faut au contraire se préparer dès maintenant à reprendre le contrôle sur son IP, c'est-à-dire sur son image. On l'écoute. It's coming. It's already here. Don't deny it. It's not enough. It may be for you, but it's not going to be enough to sit on the sidelines and make the moral plea
The moral plea that, no, this is wrong, it's not going to last. There's too much money to be made, and it's too productive. It's here. All right? So I say get your own yourself. Voice, likeness, etc. Trademark it, whatever you got to do. Saw you did that. Yeah, own yourself. So when it comes, not if it comes, no one can steal you. But they're going to have to come to you to go, can I? Or they're going to be in breach, and you'll have the chance to be your own agency and go, yeah, for this amount, or no. Okay? It's coming. Is there going to be another category, or is it going to infiltrate our category? It's damn sure going to infiltrate our category. I think it'll end up, does it become another category? Will we be in 5 years having films, the best AI film, the best AI actor? Maybe. I think that might be the thing, is that it becomes another category. I'm not sure. It's going to be in front of us in ways that we don't even see it. It's going to get so good, we're not going to know the difference. That's one of the big questions of what we're doing right now, is the question of reality. It's more hazy than ever. In a very exciting way, I think, but also a scary way. Ça me fait rire, c'est qu'on a beaucoup de, je sais pas si vous avez vu ce pattern par rapport à ce qu'il dit, on a beaucoup de figures artistiques aux US en ce moment qui sont en train d'avoir des takes sur l'IA assez profonds. On avait eu ça dans Joe Rogan, etc. Et j'ai quand même l'impression que le monde artistique est en train et là, ça me fait penser à ça, de poser un peu une nouvelle vision et commencer à assumer une sorte de leadership. Alors, je sais pas si je vois ça, parce que je m'en rends pas compte, mais quand on disait un petit peu c'est quoi la prochaine génération, qu'est-ce que la prochaine génération va pouvoir faire, j'ai quand même l'impression qu'on a vraiment du leadership dans le monde artistique aux US qui est en train de donner une théorie et qui donne un peu de la profondeur sur la transformation qu'on est en train d'avoir, et qui, assez paradoxalement, alors c'est des acteurs, paraissent beaucoup moins bullshit que des entrepreneurs professionnels. Je sais pas si tu voulais réagir, Eric. Intéressant. Eric? Je crois que tu as complètement raison, parce qu'en fait, pour un artiste, ça touche à ce que tu es et pas seulement à ce que tu fais. Donc du coup, tu prends ça de manière extrêmement personnelle. Ce qui veut dire que t'es remonté comme un coucou et que t'es authentique en plus. Donc du coup, tu vas te battre pour faire la différence, te dire mais je vaux mieux que ça, quoi. Non, moi je trouve intéressant, c'est là ce qu'il dit McConaughey, c'est que il a compris que peut-être ces technologies allaient permettre de faire quelque chose que les artistes ne peuvent pas faire aujourd'hui, c'est scaler. C'est-à-dire que ils sont en plus dans la musique, on l'a bien vu. Maintenant, pour regagner de l'argent, il faut remonter sur scène. Donc ça, tu scales pas, hein, parce que tu peux être qu'à un seul endroit à la fois. Et je pense que là, c'est que effectivement, comme il dit, si vous protégez votre image en tant que marque, voire pas simplement votre image, mais votre voix et voire même quelques expressions, il a son fameux all right. Bah il l'a déposé comme une marque. Et donc du coup, il va pouvoir utiliser ce bagage de propriété intellectuelle et le scaler sans avoir lui à faire par exemple une pub ou on va pouvoir réutiliser son image, on va pouvoir réutiliser sa voix, bien évidemment avec son autorisation. Disney l'a bien compris, ils viennent de signer un deal avec OpenAI pour exactement la même chose. Et ça, je trouve que bah oui, ça va ouvrir des opportunités et pour les artistes également. Et je pense qu'effectivement, les artistes l'ont compris, là. En tout cas, aux États-Unis, ils ont compris ça. Moi, ce que je trouve intéressant, si on élargit la focale peut-être en dehors du cinéma, dans une industrie qui fait plus d'argent que le cinéma aujourd'hui, c'est-à-dire le jeu vidéo, ce qu'on a vu dans le monde du jeu vidéo avec l'augmentation de la puissance de calcul, la diffusion de modèles graphiques qui permettent, Warhammer par exemple, mais de modèles graphiques qui permettent en fait de développer des jeux vidéo tout seul ou avec des équipes beaucoup plus réduites qu'avant, c'est que d'un côté vous avez les grandes entreprises de jeux vidéo comme Ubisoft qui font de la masse, qui ont énormément d'employés mais qui ont zéro créativité. Elles sont en train de s'écrouler et d'ailleurs ils vont être achetés par des Chinois. Tout le monde fait des cris d'orfraie à CTA, Ubisoft s'écroule, mais c'est pas grave parce qu'en fait tous les gens les plus créatifs d'Ubisoft sont soit déjà partis, soit vont partir et puis créer leur petit studio. Et au final, peut-être qu'avec l'aide de l'IA, moi je suis pas contre l'usage de l'IA dans les jeux vidéo, j'adore les jeux vidéo. Si c'est fait de manière intelligente, on a déjà eu des niveaux générés de manière procédurale, comme on dit dans certains jeux vidéo, c'est-à-dire automatique.
Ça a choqué personne dans certains jeux, dans d'autres jeux, c'était moins bien utilisé. Mais en tout état de cause, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a abaissé le coût, on parlait des banques la dernière fois, mais on a abaissé le coût de production, de la production artistique complexe. Parce que peindre, pour le coup, bon, il faut une toile et de la peinture, hein, mais c'est vous les experts, donc je vous laisse nous en parler. Mais pour créer un jeu vidéo ou un film, ça demande des effets spéciaux, ça demande des acteurs, des costumiers, des maquilleurs, etc. Et c'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui, avec l'IA, le pouvoir va revenir aux créatifs. Parce que, au fond du fond, t'évoquais, Eric, tu disais... oui, quand on a un scénario, il y a plusieurs personnes qui écrivent le scénario. Je suis d'accord avec toi. Mais quand il a fallu écrire Le Seigneur des Anneaux ou Game of Thrones, bah en fait c'est un gars, ou bon ça peut être une meuf pour Harry Potter, qui se met devant son clavier et qui écrit une œuvre incroyable. Ça n'a pas forcément besoin d'être collectif. Après, je comprends la nécessité d'avoir une œuvre collective. Mais ce que je veux dire par là, c'est que peut-être demain, on aura en effet des créatifs. Moi, il y a par exemple un jeu vidéo qui m'a vraiment touché, qui s'appelle Chain d'Echoes. Voilà, je leur fais de la pub. Mais il est absolument incroyable pour ceux qui aiment les RPG. Ça a été fait par un type qui s'appelle Mathias Linda. Pour moi, c'est le meilleur RPG. Je crois qu'il est sorti en 2025. Peut-être 2024, mais en tout cas, c'est le meilleur RPG de l'année où il est sorti, à mon humble avis, et à l'avis de beaucoup de gens. C'est un mec tout seul, mais ce que je veux dire, voilà, c'est que il a fait son jeu vidéo tout seul. C'est un truc qui n'aurait jamais été possible avant. Donc voilà, donc moi je suis plutôt optimiste pour les artistes. Je pense en revanche que c'est vrai que peut-être que tout un ensemble de fonctions qui n'avaient pas une si grande valeur ajoutée. Rappelez-vous, dans les banques, vous avez... Ma mère a fait ça comme métier, par exemple, c'est-à-dire, quand elle était jeune, recopier les chèques. Avant, vous déposiez un chèque et il y avait une personne derrière un guichet qui recopiait le chèque sur un formulaire, machin. C'était envoyé au siège, etc. Bon, ce métier a disparu, hein, évidemment. Mais est-ce que c'était un vrai métier à haute valeur ajoutée? Ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser, quoi. Attends. Tu veux dire que faire des réunions avec d'autres personnes pour se mettre d'accord sur le sujet de la réunion d'après, ensuite faire un report sur finalement un projet qui ne sera jamais lancé, c'est pas un vrai métier? Attends. Faut faire attention quand même. Je te laisse propriétaire de tes termes. Non, mais c'est polémique. C'est polémique ce que tu viens de dire, Greg, et je me désolidarise fortement. Non, mais ce qui est intéressant, et ça revient un petit peu à la réflexion que tu as esquissée tout à l'heure, Eric, et si j'ai un conseil à donner aux éditeurs qui nous écoutent et qui sont encore là, si on arrive à la fin de cette émission, le monde, jusqu'à présent, il s'est séparé entre des entrepreneurs et des consommateurs. Et je pense que effectivement, les entrepreneurs, on pourrait les qualifier de créateurs. Finalement, c'est un entrepreneur, c'est un créateur de valeur. Oh là là, tu vas avoir des commentaires. Mais Bernard Arnault n'a jamais rien créé. Tu t'exposes à la critique, là, Carlos. Bon, ok, j'accepte. On parle à des Français, là. Fais attention. Ouais. Mais ce que je veux dire par là, et le conseil que j'ai, effectivement, c'est ne vous voyez plus simplement comme consommateur. Il faut absolument passer de l'autre côté, côté du créateur, et c'est là que la valeur et que le futur se trouvent. Et la création dans n'importe quel domaine, et j'espère qu'on l'a vu avec cette émission, que ce soit dans la création de technologies, dans la création d'entreprises, dans la création de produits culturels, de jeux vidéo, de films, etc. Ces outils d'intelligence artificielle, ils sont là et ils nous permettent, je ne sais pas si vous avez essayé de créer vous-même un jeu vidéo avec l'IA, c'est bluffant, hein, c'est absolument bluffant. Et puis même, vous pouvez même faire des copies d'écran de jeux que vous aimez, il va interpréter, il va comprendre le jeu et il va vous proposer de créer le vôtre. Et ça, c'est génial. Et je pense que si on a les outils de distribution, c'est ça vraiment, c'est que maintenant qu'on a les outils de création et qu'on peut s'en saisir, et j'en ai marre d'entendre dire oui, mais c'est compliqué, tout ça. Non, ouais, mais c'est pas compliqué, il faut juste prendre du temps. ChatGPT, c'est pas compliqué. Vous pouvez même poser la question à ChatGPT. Explique-moi, ChatGPT, il va le faire mieux que personne d'autre. Donc n'attendez pas qu'un humain vous l'explique, parce que ces outils sont même à même de vous l'expliquer bien mieux que n'importe quel autre humain. C'est juste qu'il faut accepter, et je le vois aujourd'hui dans les profils de salariés avec qui je discute ici dans la Silicon Valley. Il y a 3 catégories. Il y a ceux qui refusent absolument, et il y en a, bien évidemment ici aux États-Unis, d'utiliser ces technologies, et auquel cas, ne vous faites aucune illusion, l'entreprise va mettre en place des agents IA et de l'intelligence artificielle pour vous remplacer. Et ensuite, ceux qui vraiment l'utilisent
et qui optimisent d'ailleurs leur temps de travail, puisque comme tu le disais Eric, maintenant ils arrivent à faire avec cette IA des choses qui leur prenaient avant 5 jours, ils arrivent à le faire en 2-3 jours et qui améliorent leur way of life en passant plus de temps peut-être à créer, peut-être avec leur famille ou j'en sais rien, à reconnecter avec le monde réel. C'est pas complètement con, mais surtout ce que je vois ici à San Francisco, c'est ceux qui eux se saisissent de ce truc-là et qui deviennent complètement tarés, presque limite burn-out, et qui passent en 996 voire en 997, qui bossent de 9h du matin à 9h du soir, 6 jours sur 7, voire 7 jours sur 7, et qui deviennent mais ultra productifs. Alors certes avec une vie de merde, c'est peut-être le cas de Greg notamment, mais il y a ça. Et il va falloir choisir son camp là. C'est la compétition, elle se situe entre ces deux derniers en tout cas. En tout cas, moi je pense que il a jamais été aussi important. Ça va peut-être paraître un petit peu naïf, mais tu sais, d'être un vrai artiste, c'est-à-dire il y a des vrais artistes entrepreneurs qui créent des boîtes, il y a des artistes politiciens qui créent des régimes politiques, des politiques qui inspirent, il y a des artistes au sens plus traditionnel comme on l'entend. Et moi aujourd'hui, quand je lis un tweet, quand je lis une œuvre, quand je regarde une entreprise, quand je vois une prise de parole, quand je vois des idées, j'arrive à voir si elles ont vraiment une âme créatrice. Et peut-être que l'IA arrivera à le faire, je sais pas. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a quand même quelque chose, par exemple, dans le copywriting, aujourd'hui, je peux lire un article et voir qu'il est écrit par IA, même par des gens qui promptent très bien, même par des gens qui ont passé du temps. Et d'ailleurs, mon cofondateur, il est très très fort en copywriting. Et par exemple, à un moment, il dit là, c'est la 15e version que je fais avec l'autre code. Je vais devoir l'écrire à la main. Maintenant que mes idées sont là, que mes phrases sont là, que moi aussi, c'est pareil. Je fais exactement la même chose. Je te jure, je vous le montre là, quoi, en fait. Je peux le montrer à l'écran. Quand je fais mes Reels sur Instagram, parce que c'est Jérémy d'ailleurs qui m'a dit il faut absolument que tu fasses des Reels sur Instagram, donc ça y est, je me suis mis. Bien évidemment que j'utilise. Ouais, mais j'utilise ChatGPT. Alors je lui donne une idée de base. Je lui partage les notes d'ailleurs de mon émission en disant là il a un modèle en tête. Il me dit il faut un hook au départ, etc., etc. Il applique ce modèle-là. Généralement, ce qui me génère, c'est de la merde absolue, en fait. Mais il me force à rentrer dans un cadre et je reprends la main et je rédige. C'est-à-dire que je rajoute de l'âme, je rajoute de l'humain. Mais sa structure, elle est géniale. Il a tout compris et je lui demande pas. Je ne le pousse pas parce que d'ailleurs plus tu le pousses généralement plus il devient mauvais. À un moment je lui dis ok merci c'est cool et maintenant je me démerde tout seul et je pense que ça c'est génial mais ça prend du temps. Mais par contre le coût d'exploiter ton idée, c'est-à-dire la vraie bonne idée, le vrai sens artistique etc. a drastiquement baissé. Par exemple avant moi je pouvais écrire des posts LinkedIn moyens et ça marchait, maintenant ça marche plus. Par contre maintenant je peux prendre une vidéo YouTube que j'ai fait avec vous 2 heures où j'ai pensé intensément pour essayer de dire des choses intéressantes, je peux prendre le transcript, transformer ça en post et ensuite faire quelque chose, tu vois. Ouais, et donc, il y a vraiment ce truc-là. Et comme tu dis, pour les jeux vidéo, si tu as une idée de concept de jeu vidéo, c'est ouf. Et pour finir sur les artistes, je trouve ça intéressant, c'est que jusqu'à maintenant, il y avait que les personnages fictifs avec lesquels tu pouvais créer une franchise. Ouais. Et aujourd'hui, maintenant, des personnages humains, ton personal branding, tu vas pouvoir créer une franchise avec qui tu es en tant qu'humain. Et je pense que ça va être beaucoup plus accessible. Alors qu'avant, c'était complètement impossible. Tu devais dupliquer, tu devais aller à un concert, tu devais aller à une conférence, etc. Et le copywriting était une façon de te dupliquer quelque part en termes de franchise, de donner de la portée. Mais en fait, c'était juste un porte-voix. C'était pas une vraie franchise. Ouais. Et demain, tu pourras donner à tes fans la possibilité de faire des vidéos de toi que tu pourras valider dans certains cadres et tu pourras inonder les réseaux sociaux, tu vois. Et du coup, on va passer du porte-voix à la franchise. Et je pense que ça, c'est pour les personnages non fictifs. Et ça, je pense que ça va être un gros trend des 2 prochaines années parce que j'ose pas aller plus loin. Eric, mot de la fin. L'humain est excellent pour commencer et pour finir. Enfin, le commencer, c'est l'impulsion créative, la bonne question, le frame, le truc qui sort du cadre. Peut-être qu'on va le craquer avec l'IA, mais pour le moment, en plus, on y prend du plaisir, donc on va pas laisser ça quand même. Et pour finir, c'est la petite touche, quoi. C'est l'imperfection, c'est le vase ébréché qui fait la différence entre le vase industriel et le travail de l'artiste. Mais tu as absolument raison et je pense que ça c'est un bon mot de la fin parce que j'essaye de sensibiliser avec cette émission à vous donner une fenêtre ouverte ici sur la Silicon Valley qui est complètement peut-être utopique ou dystopique mais qui mérite quand même qu'on regarde parce que ce qui se passe ici présage en tout cas d'un futur. Effectivement, l'IA, elle est pas end-to-end. Elle est vraiment middle-to-middle aujourd'hui. Et c'est déjà énorme. Je pense qu'il faut garder effectivement le point de départ et
et le point final, rajouter en fait cette touche-là humaine à la fin. Mais il faut arrêter de résister à vouloir faire le middle to middle. C'est ridicule. L'IA s'en occupe très très bien et ce temps-là, il faut passer à autre chose. Voilà. En tout cas, cette conversation était encore une fois génialissime. Merci Eric. On te laisse retourner à tes pinceaux, à ta création. Tu fais pas que ça. Hein. Je sais que depuis maintenant, tu as quitté IT Kearney, mais tu continues à faire du consulting ne fais pas croire à mes clients que je bosse pas là. Je suis très très mal là. Ouais, non, je sais que tu bosses et que tu conseilles pas mal de grosses boîtes notamment. Jérémy, merci de nous avoir appelé à nouveau depuis le vieux continent, Paris. Oui. Et Greg, je sais que tu es encore en France. Il faut que tu rentres. Hein. Ne reste pas. Je reviens, mais c'est difficile, hein. Pas de pas être ASF. Genre, je sens j'ai l'impression je suis rentré une semaine, là, j'ai l'impression que ça fait des années que je suis rentré. Bah, écoute, Arnaud, demain, un des chroniqueurs de Silicon Kearney organise un énorme truc autour de OpenClaw et de la longévité. Donc, j'y serai. Je vous montrerai des images, parce que je suis certain que il a encore plein d'idées fumeuses, des trucs. Il a convoqué plein de monde. Il y a plein d'ingénieurs qui vont être là. Il se passe plein de trucs ici à San Francisco. D'ailleurs, venez. Et si vous venez, pingez-nous. En fait, on sera ravis de partager cette expérience avec vous. Allez, je vous donne rendez-vous à samedi. Ciao les amigos. Bye bye. Ciao.